Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'objectif de cette présentation est de vous exposer les modifications que nous avons fait figurer dans le PNDS 2025, les principales modifications par rapport à la version précédente du PNDS qui avait été publiée en 2017. Le premier point important concerne le myélogramme. Vous savez que le diagnostic de PTI est un diagnostic d'élimination, que nous n'avons aucun examen qui permette d'affirmer le diagnostic. Le myélogramme, dans la version précédente du PNDS, était indiqué comme indispensable chez les patients âgés de plus d'une soixantaine d'années afin d'éliminer un éventuel syndrome myélodysplasique ou une hémopathie maligne. Nous avons supprimé cette indication systématique en accord d'ailleurs avec les recommandations internationales, car un travail du CERECAI a clairement démontré que même chez le sujet âgé, lorsque la présentation du PTI est typique, le myélogramme finalement n'a pas d'intérêt car il est tout à fait exceptionnel de trouver un syndrome myélodysplasique dès lors que la thrombopénie est strictement isolée. Le myélogramme en revanche est toujours indiqué lorsque le patient ne répond pas à un traitement de première ligne, lorsqu'il existe une anomalie des autres lignées ou lorsque la présentation clinique du PTI est inhabituelle, en d'autres termes lorsqu'il existe une organomégalie et par exemple des adénopathies ou une splénomégalie. Mais donc, devant un PTI typique, il n'est plus nécessaire d'ennuyer le patient avec un myélogramme. Le deuxième élément que nous avons modifié dans le PNDS 2025 concerne le seuil d'intervention thérapeutique. Jusqu'ici, le seuil d'intervention thérapeutique était de 30 000 plaquettes, mais les travaux du CERECAI ont bien démontré que les accidents hémorragiques graves ne surviennent que lorsque le nombre de plaquettes est inférieur à 20 000, voire 10 000. Donc, un patient qui a plus de 20 000 plaquettes et qui n'a pas de manifestation hémorragique ne nécessite pas forcément d'être traité. L'autre élément qui a été souligné dans le PNDS 2025, c'est la sévérité de la prise des anticoagulants. En effet, un travail du CERECAI a clairement démontré en analyse multivariée que la prise d'anticoagulants apparaît comme le facteur de risque majeur pour développer des complications hémorragiques graves. Donc la prise d'anticoagulants doit être prise en compte dans nos indications thérapeutiques. En revanche, pour l'âge est un critère très discutable car plus que l'âge, ce sont les comorbidités qui vont majorer le risque hémorragique. En d'autres termes, un patient de 70 ans qui n'a pas de comorbidité, qui ne prend pas d'anticoagulants, eh bien finalement, ce patient n'est pas plus à risque qu'un patient jeune de développer des complications hémorragiques. Donc toutes ces mesures nous ont conduit à modifier le score de Khelaf. Vous savez que le score de Khelaf en France est utilisé pour stratifier les traitements et en particulier le traitement par immunoglobuline intraveineuse qui doit être réservé aux patients ayant un score de Khelaf supérieur à 8. Eh bien, vous voyez que dans ce score de Khelaf modifié, seul l'âge supérieur à 75 ans est maintenant pris en compte et avec une pondération de 2 points, ce qui est moins que antérieurement. En effet, la prise en compte de l'âge antérieurement avec des scores importants conduisait finalement à des surtraitements chez le sujet âgé. En revanche, vous voyez que les anticoagulants qui n'apparaissaient pas dans le score de Khelaf sont maintenant pris en compte et d'un traitement anticoagulant entraîne un score de 3 points. Les antiagrégants n'apparaissent pas car la prise d'aspirine finalement est associée, ne sort pas en analyse multivariée un surrisque hémorragique et dans le PNDS 2025, il est indiqué qu'un patient qui prend de l'aspirine ne nécessite pas de surtraitement dès lors que le nombre de plaquettes est supérieur à 30 000. Concernant le traitement de première ligne, 3 modifications par rapport au PNDS 2017. La première modification, je n'y reviens pas, c'est d'avoir abaissé le score d'intervention à 20 000 plaquettes. La deuxième modification, c'est l'introduction de la dexaméthasone. En effet, il a été démontré dans plusieurs études contrôlées que la dexaméthasone, par rapport à la prédnisone, agit un peu plus rapidement et un peu plus souvent. Donc, nous avons indiqué dans le PNDS 2025 que dès lors que la sévérité du PTI nécessite une hospitalisation, il est clair qu'il faut à ce moment-là privilégier la dexaméthasone à la prédnisone car vous allez raccourcir la durée d'hospitalisation.
Le troisième point que nous avons modifié dans le PNDS 2025 dans les traitements de première ligne, c'est la possibilité pour les patients qui ont un PTI avec une urgence vitale, c'est-à-dire un saignement mettant en jeu le pronostic vital à court terme, un saignement cérébro-méningé, un saignement urinaire, gynécologique ou digestif avec des globulisations. Dans ce cas-là, le traitement du PTI repose sur la trithérapie, c'est-à-dire immunoglobuline, transfusion de plaquettes et corticoïdes à forte dose. Mais il y a la possibilité maintenant, dès le début, si le pronostic vital est vraiment mis en jeu à très très court terme, ou secondairement en cas d'échec de la totale thérapie, d'utiliser le romiplostim à la dose d'emblée maximale de 10 microgrammes kilo. Je reviens brièvement sur le seuil d'intervention de 20 000 plaquettes. Ce seuil d'intervention de 20 000 plaquettes est tout à fait adapté, mais si vous êtes dans un PTI nouvellement diagnostiqué, il est clair que même si votre patient a un nombre de plaquettes supérieur à 20 000, là, il est intéressant de proposer un traitement de première ligne pour connaître le profil de réponse du patient aux corticoïdes, ce qui sera utile pour la prise en charge ultérieure. Et d'autre part, la réponse à un traitement de première ligne va vous conforter dans le diagnostic de thrombopénie immunologique. Concernant les traitements de deuxième ligne, dans le PNDS 2017, nous avions classé les traitements par ordre alphabétique sans donner d'indication plus précise. Nous avons décidé d'être plus didactiques dans le PNDS 2025 et considérer que lorsque votre patient est en échec ou en rechute d'un traitement de première ligne, donc qui repose sur les corticoïdes ou les immunoglobulines, dans ce cas-là, dans le PNDS 2025, il est indiqué que vous avez 4 possibilités thérapeutiques. La première possibilité thérapeutique, c'est éventuellement de redonner une courte cure de corticoïdes si la première cure avait été efficace. Il n'est pas scandaleux de redonner une dizaine de jours de corticoïdes. En revanche, il est hors de question de donner des cures de corticoïdes rapprochées, répétées, multipliées et de donner des corticothérapies prolongées. Sinon, vous avez la possibilité entre les RTPO, le rituximab et la dapsone. Les RTPO sont clairement le traitement à privilégier si le PTI est sévère, que le patient est hémorragique, que des hospitalisations rapprochées sont répétées. Dans ce cas-là, c'est le traitement le plus efficace à court terme. Mais c'est un traitement extrêmement coûteux et donc si votre patient répond aux ARTPO, il est clairement indiqué qu'au bout de quelques mois, vous avez intérêt à diminuer progressivement la dose des ARTPO avec pour objectif de les arrêter, car en cas d'interruption, on sait maintenant que 30 à 50% des patients ne vont pas rechuter. Le rituximab garde bien évidemment toute sa place et en termes de démarche médico-économique est nettement moins onéreux que les ARTPO. La dapsone est beaucoup moins efficace que le rituximab et les RTPO, mais la dapsone, il y a quand même entre 20 et 30% des malades qui sont susceptibles de répondre et le profil de réponse à la dapsone permet d'évaluer l'efficacité du traitement seulement au bout de 4 semaines. Donc ça peut être intéressant dans une vision médico-économique chez un malade ayant un PTI non sévère de tester la dapsone et en cas, au bout d'un mois, si le malade ne répond pas, de passer à une autre thérapeutique. En cas d'échec des ARTPO, vous avez intérêt à switcher, soit pour l'autre ARTPO, soit pour le rituximab. En cas d'échec du rituximab, si le PTI est suffisamment sévère pour le justifier, dans ce cas-là, les ARTPO sont totalement justifiés. Les traitements de troisième ligne, qui sont les immunosuppresseurs ou le fostamatinib, doivent être donnés en troisième ligne, mais occasionnellement, ces traitements peuvent être discutés en seconde ligne. Par exemple, si vous avez un patient qui a des facteurs de thrombophilie et chez qui on évitera de donner des RTPO, et chez un patient qui a un taux de gamma-globuline faible ou qui a fait des complications infectieuses, dans ce cas-là, un traitement de troisième ligne comme le fostamatinib peut être discuté occasionnellement en seconde ligne. La splénectomie reste un traitement utile au cours du PTI, mais doit vraiment être réservé en cas d'échec du traitement médical. Et sauf exceptionnelle forme gravissime résistant à tout, la splénectomie doit toujours être proposée après au moins un an d'évolution, car nous savons qu'entre la période de diagnostic et ce seuil de un an, donc cette phase de PTI persistant, le patient est susceptible de guérir, donc il faut éviter de le splénectomiser trop tôt.
En dernier point, nous avons abordé dans le PNDS 2025 des situations particulières, la grossesse, que faire en cas de thrombose, peut-on vacciner un PTI, comment prendre en charge un PTI secondaire, une maladie auto-immune, une hépatopathie, une infection, un déficit immunitaire, un PTI associé à une hémopathie, les PTI médicamenteux. Je n'ai pas le temps de détailler toutes ces situations particulières et les PTI secondaires, mais j'invite vivement les auditeurs à télécharger le PNDS qui est chargeable libre de droit, soit sur le site de l'HAS, soit sur le site de Marie, soit sur le site du Sérécaille. Eh bien, bonne lecture et je vous remercie pour votre attention.